l'Olympique de Marseille qui a perdu face au PSG. Pour en parler autour de la table, Maxence Volpe, Romain Canuti et bien évidemment Gérard Gilly qui nous fait l'honneur d'être sur ce plateau. De Zerbi, une composition qui suscite des interrogations. Donc on y va directement. Alors tu sais Gérard, on a l'habitude dans le Fossin, alors que Loïc vous remontre la composition de départ. Avant les matchs, on fait aussi un talk show. Là c'est le talk show du lundi où on débriefe les prestations du week-end. Le jeudi, on parle justement du match. Et ce jeudi, on parlait du Classico. Et donc les consultants qui étaient là sur le plateau avait fait une équipe où, si tu veux, on avait décidé, et on n'est pas coach et on fait confiance à De Zerbi, mais puisqu'on parle de la composition, forcément je te relais ce que nous avions fait. On avait voulu densifier le milieu de terrain en mettant Rabiot, Holberg et Kondogbia pour essayer d'être vraiment costaud au milieu de terrain, et on avait laissé Cornelius avec Balerdi en défense centrale. La question que je souhaitais te poser, parce que très sincèrement ça me pose des interrogations, et encore une fois tu as été un illustre entraîneur, donc ta réponse m'intéresse au plus haut point. Quand tu as des défenseurs centraux dans ton groupe et que tu les mets, et moi je trouve que Cornelius a fait des matchs corrects les matchs précédents, il a eu d'ailleurs des notes dans les différents médias et différents journaux très correctes. Sur ce match de Classico, tu lui demandes gentiment d'aller s'asseoir sur le banc pour faire reculer un Kondogbia qui à la base est milieu de terrain, même si on a déjà vu avec succès dans le passé des Stéphane Mbia être reconverti de milieu à défenseur central. Mais comment ensuite en tant qu'entraîneur tu fais à remotiver ton Cornelius justement, à lui dire bon là j'ai mis Kondogbia à ta place, mais t'inquiète pas, c'était Paris. Mais tu vois le sens de ma question, je trouve ça très difficile pour Cornelius. Je comprends le sens de ta question, mais moi je pense très honnêtement que chaque joueur a un poste préférentiel et c'est prendre un risque de le transformer à jouer à un autre poste. C'est un pari, quoi. Oui. Mais hier, le problème de Marseille, ce qui m'a sauté aux yeux, moi, dès les premières minutes, c'est cette liberté qu'on a laissée aux Parisiens de trouver Barcola très facilement et Hakimi très facilement. S'il y avait un point, à mon avis, à mettre en évidence, c'était celui-là, et surtout éviter qu'on touche Barcola très, très, très rapidement sur une première passe, et Hakimi aussi. En bloquant ces passes-là, je pense que les Parisiens ont été obligés de rentrer dans l'axe où il y avait beaucoup de monde. Si vous mettez beaucoup de monde et que sur le côté, il y a la possibilité de trouver rapidement ces joueurs-là à un contre un ou dans le dos des défenseurs, il y a problème à chaque fois, quoi. Mais ajouter à ça le positionnement de Dembélé, qui était aussi entre guillemets surprenant, parce qu'à la base il est souvent à droite, et là de le mettre au milieu, ça a perturbé Dembélé totalement. a été un peu l'homme libre de Paris, et donc il s'est baladé, il a dribblé, ils sont capables d'éliminer ils étaient toujours en supériorité numérique en fait. Mais bon, tous les buts arrivent de centre. Donc il fallait impérativement couper ces possibilités de passe. Si vous coupez Barcola et vous coupez Hakimi, le jeu se concentre dans l'axe du terrain où, a priori, vous avez mis des joueurs physiques capables de réagir, quoi. En fait, moi, je trouve que c'est sur le positionnement que ça me pose problème. Alors déjà, la compo, j'étais pas super fan de certains choix, parce que, après, c'est toujours pareil. Faut attendre de voir, parce que des fois tu es surpris par une compo, et puis ce qu'on met en place, les consignes qu'on donne à un joueur ou à un autre font que dans le match on se dit ah tiens, on a déjà vu des joueurs, des Thauvin jouer par exemple relayeur sur une rencontre, ou des trucs auxquels on s'y attend pas. Donc moi j'ai toujours un peu de réserve avant le match, je me dis on va voir. Mais dès le début, le coup d'envoi, on a la chance d'être positionné un peu, de bien voir au stade. Dès le début du match, je vois déjà, alors je vais me dire là c'est vraiment un détail, à Montpellier on était en 4-3-3 avec un Rabiot qui était à la hauteur d'Harit. Là, on a démarré. Rabiot, il était à la hauteur d'Højbjerg. C'est un détail, mais c'est énorme. C'est que déjà, on en met deux, on recule un peu. Ils n'ont pas coupé ces fameuses passes sur le côté, parce que au début, je me suis dit, s'il est là, c'est justement pour bloquer, entre guillemets, ce côté-là, mais ils ne l'ont pas fait. Luis Enrique, moi, je l'ai senti, c'est peut-être on ne saura jamais si c'est une consigne ou pas, je l'ai senti tétanisé. Et au contraire, et c'est pour ça qu'on appelait tous de nos voeux à la titularisation d'un Jonathan Rowe à sa place, parce que lui, il allait se mettre dans le dos d'Hakimi, il allait rester, lui, il allait jouer l'attaque à fond, et Hakimi allait se dire, bon, si je monte, il va falloir couvrir le petit anglais là derrière.
alors que Luis Enrique, qui est venu se mettre directement une sorte de deuxième latéral tellement il avait peur, Hakimi, c'était une autoroute. Un contre-exemple de ce que tu dis, sur le côté droit, tu avais Greenwood, et sur le premier but, ce que fait Enrique sur le côté gauche, l'effort de revenir pour aider son latéral, lui, il ne le fait pas. Et Murillo, qui avait fait, entre parenthèses, un super début de match, parce que les 3 fois où il est en tête-à-tête avec Barcola, il arrive à lui prendre le ballon, il se retrouve complètement dépourvu. Là, oui, c'est sûr qu'il a eu 2 contre 1, en même c'est temps, comme ça que tu prends le but. Donc c'est vrai que, tu vois, tu es toujours entre te dire, qu'est-ce que je fais? Je mets une équipe où je vais pouvoir réussir à défendre, comme on en avait parlé pour Enrique à gauche, où je joue tout pour l'attaque. Mais si tu mets Terreau, il fallait, à mon sens, changer l'esprit de tous les joueurs, leur dire, là maintenant, on veut être protagoniste. C'est-à-dire, si on veut regarder derrière des défenseurs très offensifs comme Hakimi, il faut lui mettre quelqu'un qui soit très très offensif aussi, quoi. Parce qu'il sait que si jamais il monte, si le ballon est perdu, ça fait occasion de but contre son équipe. Donc, mais regarde Greenwood, il est offensif quand même. Ça n'a pas empêché que... Est-ce que vous l'avez vu vraiment offensif hier? Je veux dire... Non, mais il fait peur. Sur la logique, quand tu tiens Greenwood... J'ai pas vu grand-chose. Il a fait peur à personne hier. Hein. Non, c'est sûr. Je veux dire, hier... Non, mais sur le papier, il fait peur. Sur le papier, quand tu as Greenwood, Nuno Mendes, il ne doit pas se permettre de pouvoir monter aussi facilement qu'il a pu le faire sur le premier but. Mais en fait, dès le début du match, il a dû sentir que Greenwood, il n'allait pas faire beaucoup d'efforts aussi, quoi. Hein, parce que... Et c'est ça, moi, ma frustration. C'est que on s'est mis dans un entre-deux. On ne sait pas si on joue vraiment la carte de l'attaque, on ne sait pas si on joue vraiment la carte de la défense. On a fait un peu entre les deux. Du coup, tu fais rien du tout. Et en fait, tu as une frustration aussi parce que certains de tes joueurs, tu as l'impression de ne pas les avoir utilisés. À la fin du match, je vais te dire, qu'est-ce que tu as pensé d'Adrien Rabiot? Vous avez pensé d'Adrien Rabiot? Je vais te dire, il était un peu esselé et tout. Oui, comme on était à l'entre-deux, ton milieu de terrain, tu as l'impression de ne pas trop l'avoir vu. Il n'a pas raté grand-chose, mais pour autant, tu ne l'as pas vu faire des trucs insensés. Tu as l'impression qu'au milieu, les autres, ils se sont baladés. Donc, tu es là, tu es frustré. Donc, soit on y va à fond, soit on met un bus, mais il faut prendre une décision. On peut parler de tous les joueurs comme ça, mais on en revient au fait du début du match qui manquait, quoi. Ah oui, moi, je me souviens, quand on jouait Paris, c'était il y a longtemps peut-être, mais le défi était le même. Les premières minutes, c'était pas du football. Hein. Les premières minutes, il y avait un défi physique. Il faut l'expliquer à notre ami Romain. Non, mais c'était parce que lui, il voulait voir que du jeu. Nous, on y a dit, il faut que ça rentre dedans. Mais c'était pas tout le match, parce que ça aurait été impossible. Mais les premières minutes, c'était vraiment du rentre-dedans. De l'intimidation. Des gars comme Dimeco, des gars comme Moser, c'était... il y avait 5 minutes où c'était... presque de... Et alors, mais maintenant que c'est passé, tu peux nous le dire, est-ce que c'était aussi, en guillemets, un peu une consigne d'un coach? Oui. Ok. Oui. Première minute d'un match de ce niveau-là, c'était d'abord... comme le premier corner, c'était aller au contact du gardien pour lui montrer que tous les corners, il n'allait pas prendre les ballons facilement, quoi. Il y avait ces 5 minutes de psychologie, quoi, à gagner. Il fallait qu'à un certain moment, l'adversaire sache qu'ils allaient avoir un match très dur sur le plan engagement. Et après, ça se régulait, quoi. Mais les premières minutes, c'était comme ça. Et la même chose quand on allait jouer à Paris. Hein. Mais là où ça fait peine quand même, par rapport à ce que tu dis, c'est que j'ai même l'impression sur le début du match, qu'on a essayé d'aller des fois... mais c'était timide. Mais ils ne sont pas rentrés dans le match. Ils ne sont pas rentrés dans le match. On a essayé, mais sans essayer vraiment. Moi, je suis frustré. Tu as dit, moi, je voulais du jeu. Moi, je voulais du jeu. Mais je me suis repassé. Alors, des fois, après un match, on se repasse un match. Moi, j'ai pu me repasser je suis allé revoir les déclarations de De Zerbi dans la conf d'avant-match, parce que je ne suis pas fou. Avant le match, on nous a dit, vous allez avoir du... Regardez la conférence de presse de De Zerbi de vendredi, regardez le match, et vous allez vous dire, est-ce que c'est vraiment ce qu'on a vu? Le fameux, on veut être protagoniste, on veut être machin, tout ça. Protagoniste de quoi? Là, on n'a pas du tout. On leur a laissé libre cours. On était là, acculés. Peur de l'adversaire, peur de l'événement. Mais comment Gérard, pour rester sur cette thématique-là, comment on peut expliquer qu'aujourd'hui, au club, il y a des Jean-Pierre Papin, il y a des Mehdi Benassia, il y a quand même des joueurs, il y a Fabrizio Ravanelli maintenant. Comment ça se fait que ces garçons-là, avant le match,
ne sache pas galvaniser, parce que si Roberto De Zerbi, lui, il n'a peut-être pas non plus encore toute l'importance de ces enjeux-là, etc. Ou Pablo Longoria, qui est plus espagnol, bon, c'est plus peut-être lui le classico entre le Real et le Barça. Mais les Fabrizio, les Jean-Pierre Papin, etc., comment ça se fait qu'ils n'arrivent pas à transmettre dans ce vestiaire l'importance dont toi tu nous parles, et on le sent, quoi. Je veux dire, quand vous transmettez en face, il y a la personne qui reçoit. Si cette personne-là, elle n'a pas le caractère de guerrier, si elle n'a pas ce caractère de la gagne, vous pouvez lui parler pendant 2 heures, il va vous dire oui, on va faire ce qu'il faut, on va aller au pressing. Il faut qu'en face de vous, il y ait quelqu'un dont c'est presque un peu naturel de le faire aussi, quoi. Et c'est peut-être la question à se poser pour savoir si, dans les joueurs qu'il y a actuellement, ils ont ce caractère-là, quoi. Quand vous aviez Moser ou Boli, j'en passe à Moros, Dimeco, vous n'aviez pas besoin de leur dire qu'il fallait aller au tampon les 10 premières minutes. Hein. Je veux dire, il le faisait de même. Et au-delà de, comme tu le dis, d'aller au tampon, moi, ce qui m'a choqué aussi, c'est le déficit technique, quoi. Je veux dire, sur les 20 premières minutes, moi, je me suis refait que les 20 premières minutes, hein, parce que je me suis dit, le reste, ça va me faire trop de mal. Sur les 20 premières minutes, ils perdent aucun ballon, quasiment, les Parisiens. Paris, oui. Et toi, tu as 3 fois, j'ai noté, tu as 3 fois Enrique qui a des ballons. 3 fois, il perd le ballon. Tu as 2 fois Harit, tu as 1 fois Hawaii. C'est trop. Je veux dire, les 7-8 ballons que tu as, où tu peux peut-être espérer ressortir, tu leur rends. Donc oui, bien sûr. Mais et c'est ce que tu rends parce qu'ils font un pressing qui est très bon. Hein. Les distances de jeu entre les Parisiens étaient toujours les mêmes. Mais donc c'est la différence aujourd'hui, parce qu'on a parlé de titres et tout, on s'est imaginé plein de choses. La différence aujourd'hui entre Paris et on va revenir là-dessus. Est-ce que c'est pas un mal d'avoir parlé toute la semaine est-ce que c'est pas un mal de s'être appuyé sur le 5-0 de Montpellier en pensant que tout était facile? Je veux dire, quand on dit on a une grande équipe, quand on dit on marque beaucoup de buts, est-ce qu'on ne tombe pas dans une sorte de trop confiance, quoi? Tu penses que l'écart il est encore abyssal entre Paris et l'OM, alors? Bien sûr. On l'a vu, bien vu sûr. hier soir. Non, mais tu prends tous les joueurs, tous les joueurs de Paris peuvent jouer à Marseille. Tu prends les joueurs de Marseille, dis-moi combien il y en a qui peuvent jouer à Paris. On l'a vu, je veux dire, rien que techniquement. Tu vois poste par poste, tu te dis. Parce que tu parles de pressing des Parisiens, mais je suis désolé, le pressing des Parisiens, tu as le droit aussi de t'en sortir parce que tu es bon techniquement. Et nous, on ne s'en sort pas, quoi. Non, la seule chance que tu avais, c'était de les bousculer émotionnellement. Parce que moi, je reste convaincu, et ce sont des formidables joueurs, Vitinha, João Neves, Zahir Emery, parler que de leur milieu de terrain, ce sont des formidables footballeurs qui, techniquement, au-dessus de la moyenne, ils sont dans le 5% de l'élite du football mondial. Mais peut-être que parce qu'ils sont jeunes, parce qu'ils ne sont pas un caractère, si le Vélodrome est un volcan et si surtout les contacts, et pas besoin de remonter aussi si loin que cette époque-là, peut-être qu'il y a 2 ans, le fameux match de Coupe de France avec Tudor, il y avait une intensité dès le début, des joueurs qui montraient que ça n'allait pas être facile, et ce qui fait que ceux d'en face se disent, bon, on va peut-être pas aller à fond. Tu viens de trouver la clé, le mot, l'intensité. Si tu entrée, tu mets l'intensité, c'est un tout autre match. Mais Gérard, il y a une question qui me tarabuste depuis des années, et tu es la personne idoine pour en parler, puisque, encore une fois, tu as été entraîneur, et aujourd'hui, tu comme nous, consultant, supporter, etc. Et là, ce soir, tu es consultant pour nous, et on t'a remercié encore. Souvent, quand on discute sur le plateau, les gens nous disent, nous, on nous dit, on aurait mis Jonathan Rowe sur le côté gauche pour dynamiser, comme tu dis, pour apporter de l'offensive sur ce côté gauche de l'Olympique de Marseille et faire un peu plus peur à Hakimi qui, avec Luis Enrique, avait moins peur et donc avait plus de velléité offensive. On nous dit, vous n'êtes pas à l'entraînement. Mais moi, Gérard, je ne suis pas à l'entraînement, ni à ton époque, ni aujourd'hui. On y est de temps en temps, parce qu'on a des accès, mais on n'est pas à tous les entraînements. Il ne me faut pas 50 matchs pour voir que Jonathan Rowe, il a de la dynamite dans les jambes, que c'est quelqu'un qui perd fort. Contre Montpellier, il est sur le premier but parce que justement, il va de l'avant. Là où Luis Enrique, que j'aime beaucoup en plus, que j'ai défendu tout au long de l'année, prend beaucoup moins de responsabilités. Il fait beaucoup plus de travail, comme l'a rappelé Maxence. Je reviens, je fais des fermetures, etc. Mais c'est beaucoup moins offensif. Comment, quand tu as une arme qui s'appelle Jonathan Rowe, et même s'il est court physiquement, qu'il ne peut pas faire 90 minutes, il peut en faire 60, 70.
peut-être pas 4,5, mais au moins une 70. Comment on peut se priver d'un garçon qui, chaque fois qu'il rentre, il a été décisif contre Lyon, il a été décisif contre Montpellier, il est toujours bon. Pourquoi il se retrouve cantonné sur le Classico? C'est comme si Barcola, il avait dit oh, allez, on le met sur. Bon, je compare pas Jonathan Roy à Barcola, on est bien d'accord. Mais alors on va me dire, tu n'étais pas à l'entraînement, tu connais pas les principes du coach, etc. Mais comment, toi, tu peux nous expliquer? Non, mais chaque coach a une vision des choses, quoi. Je veux dire, la vision de De Zerbi, c'est la vision de De Zerbi. La vision de Gérard Gilly, elle est peut-être différente. Dans le management, c'est aussi quelque chose qui peut être différent. À partir du moment, moi, je pars toujours du principe que le coach, quand il fait son équipe, il fait la meilleure équipe possible pour faire le meilleur résultat possible. Ah ben oui, j'imagine. Avec la plus grande des convictions. On met jamais une équipe pour perdre. Donc, à partir du moment où il fait ça, c'est qu'il a des éléments qui arrivent à le convaincre de démarrer le match comme ça. Et pour rebondir en fait sur sa question, je vais la poser différemment et de manière plus simple. Est-ce qu'il y avait des mecs qui étaient capables de faire des bons matchs le dimanche, mais qui à l'entraînement ne montraient rien? Oui. Et du coup, toi, te mettais en difficulté. Ça, Tu peux donner des noms maintenant. Hein. Ils sont déjà à la retraite. Non, mais c'est vrai que il y a des joueurs qui sont à l'entraînement. Tu n'as pas envie de les mettre le dimanche parce qu'à l'entraînement, tu les vois, ils sont tranquilles et ils sont galvanisés par la compétition. Et il y en a qui sont, moi j'en ai connu, qui étaient exceptionnels à l'entraînement et qui étaient totalement tétanisés par le stade de Vélodrome, par l'enjeu des matchs, et ils étaient absolument méconnaissables. Donc, en fait, ils te piègent, ça te donne envie de les remettre à chaque fois. C'est le grand piège. Le grand piège, c'est ça, c'est de bien connaître la personnalité du joueur et savoir de quoi il est capable, même si à l'entraînement, tu le vois, il est là un peu nonchalant, il ne fait pas grand-chose, mais le dimanche, il est tout autre, quoi. Il est différent. Parce que la compétition et l'entraînement, il y a une différence énorme, quoi. L'entraînement, on peut se permettre de faire des choses, de les manquer, on n'a rien. Là, le dimanche, devant 70 000 personnes, quand on manque un contrôle, qu'on fait une mauvaise passe, c'est pas la même. C'est pas la même pression. Dans le même état d'esprit, je me suis posé la même question à la mi-temps quand je vois qu'il sort Greenwood, et tu disais que c'était logique parce qu'il était fantomatique. Mais en même temps, ça reste Greenwood, et c'est un jeune joueur. Psychologiquement, c'est dans l'attitude qu'il le sort. Ouais, mais et moi, je le sors dans l'attitude. Justement, donc parce qu'il peut manquer des choses. Tu sais que ça, tu n'as pas peur de te dire, quand tu es entraîneur, je risque de le perdre aussi? Et il l'a dit à la fin du match. Hein. Non, là, tu perds. Là, sur le match, tu perds rien parce que s'il tente des choses et qu'il les manque et que tu vois qu'il va au bout des trucs, il n'y a pas de souci, tu peux continuer à lui faire confiance. Mais quand tu vois que le joueur, il est là un peu absent, on ne sait pas pourquoi il est absent. Il est juste en train de se noyer. Et tu l'enfonces à la tête. L'équipe est en train de se noyer aussi, quoi. Je veux dire, tu ne vas pas dire pour conserver un joueur, lui faire confiance, mettre le reste de l'équipe en difficulté et laisser jouer à 9. Quoi. Et après, c'est tout le dialogue dans la suite. Après, tu peux mieux faire, tu peux le prendre, lui montrer le match, la vidéo. On parlait tout à l'heure du conditionnement vidéo. Ils auraient pu regarder quelques matchs épiques entre Paris Saint-Germain et Marseille de l'ancien temps, quoi, et montrer comment c'était les débuts de match, quoi. Oui. C'est plus que des paroles en disant il faut aller au truc. Après, on dit souvent aussi qu'aujourd'hui l'arbitrage a changé et que nous, même quand on fait rien, on prend des cartons rouges. Donc si on mettait l'intensité des Moser et des Dimeco aujourd'hui, on finirait vite à 9. Hein. Oui. Avant de passer à la troisième partie, j'avais une autre question. On profite de t'avoir, Gérard, pour te questionner, bien évidemment. Parce que c'est des questions vraiment qui me tarabustent. Et on va me dire, j'en fais une affaire personnelle, etc. Je m'en fous. Je prends le temps et je pose ma question. J'ai un joueur comme Amin Harit que je trouve, moi, très bon techniquement. Mais depuis quoi? Ça fait 3 ans, 4 ans qu'on le voit jouer. Il fait toujours les mêmes matchs, c'est-à-dire ça porte le ballon. Sur le premier contrôle, ça efface le joueur et ça se met dans le sens du jeu. Et après, au lieu de mettre sur orbite ses attaquants ou de temps en temps de porter, parce que le foot est une variété d'options, c'est pas un jeu stéréotypé, c'est toujours pareil, ça porte le ballon, ça s'empale sur la défense, ça crée des contres. Mais il a eu comme entraîneur Gattuso, Jean-Louis Gasset, cette année la De Zerbi, enfin il en a eu des entraîneurs.
il n'y a personne en tant que coach qui est capable de lui dire Amine, franchement, tu es un joueur remarquable. Sur le premier contrôle, tu es limite. Et après, simplifie ton jeu. Ou si tu veux continuer de porter. Comment ça se fait qu'au fil des années, je ne vois pas, moi, une progression chez ce joueur qui a toujours les mêmes qualités, mais les mêmes défauts? Il n'y a personne qui arrive à lui parler pour lui... Alors, tu n'es pas aux entraînements, mais Non, comment c'est possible qu'on n'arrive pas à faire bonifier les joueurs? Je prends l'exemple d'Amin Harit. Il y en a plein d'autres comme ça aussi. Enrique, vous le disiez tout à l'heure, ça manque de confiance, ça percute pas. Pourquoi le coach ne dit pas, fais-toi plaisir, tu as de la technicité, tu as un pouvoir d'accélération. Tant pis si tu manques ton dribble, tant pis si... Pourquoi les joueurs, on a l'impression que c'est toujours les mêmes, quoi, Ouais, tu vois? mais c'est le problème du niveau des joueurs, quoi. C'est ce qui limite les joueurs. Si Amin Harit, aujourd'hui, était capable d'éliminer et de percuter et d'aller seul, il serait peut-être pas à Marseille en ce moment, quoi. Et de toute façon, Donc, il à un élimine moment souvent. donné, il y a des limites. Et après, il y a aussi sur le terrain, ce qui fait progresser les joueurs, c'est l'environnement, les autres joueurs, quoi. Si Amin Harit a des joueurs devant lui qui vont faire des appels, qui vont lui demander le ballon, lui proposer des solutions, peut-être que ça va éveiller chez lui l'envie de faire des passes et non plus de porter le ballon, quoi. Donc c'est tout... C'est un peu ce qu'on a vu à Montpellier, parce que c'est vrai qu'à Montpellier, c'était forcément une toute autre équipe adverse, mais à chaque fois qu'il avait un ballon et qu'il éliminait, il avait plusieurs solutions. Voilà. Donc plus ou moins, c'était plus facile pour lui pour trouver du monde que là contre Paris. Où... Voilà, donc là aussi, c'est un motif qui peut apporter aux joueurs le souci de moins porter, le souci de faire la passe décisive. S'il n'y a personne à qui la faire, il est obligé, lui, de faire les 2 ou 3 pas et puis la petite course en plus, quoi. Moi, je trouve que, tu vois, je sais que tu sollicites pas ma réponse sur ce sujet, mais tu vois, concernant Amin Harit, moi, je trouve justement, à la lumière de ce que tu dis et qui se vérifie, en fait, Amin Harit, au final, à lui, limite, j'ai envie de te dire, on ne peut pas lui en vouloir, parce que Amin Harit, quelque part, il n'est pas décevant. On sait, comme tu dis, ses qualités, ses défauts. Donc, moi, je trouve qu'Amin Harit, il y a des matchs où c'est bien de l'utiliser, et tu sais qu'il va apporter quelque chose. Et il y a des matchs, une fois de plus, ce match contre Paris, je ne vois pas l'intérêt de réfléchir à un schéma tactique où tu l'incorpores, sachant que pour moi, il ne va pas être en capacité d'élever son niveau de jeu, il va pas d'un coup faire ce truc-là, parce que dans ces matchs-là, où des fois, je me souviens même, je vais te citer, pas un grand numéro 10, on l'embrasse, Rémi Cabella, Rémi Cabella contre le PSG de Di Maria, voilà. Je l'avais vu faire au Vélodrome, un match où il s'élève en intensité, en qualité de passe. Tu vois, c'est-à-dire que ta passe, elle fuse encore un peu plus. Amin Harit, je n'y crois pas. Je fais peut-être une erreur, je n'y crois pas. Non, mais c'était un exemple pour comprendre pourquoi les joueurs, tu vois, c'est vrai qu'un Payet, par exemple, dans l'intensité, on s'est souvent bouffé le foie avec mon frère qui me disait, Payet, mais tu le mets tous les jours parce que sur sa qualité, mais je lui disais, il y a des matchs où il marche. Comment ça se fait qu'on n'ait pas réussi au garçon à lui dire, putain, t'es à Marseille, c'est ce que tu nous rappelais tout à l'heure, on est à Marseille, mets de l'intensité à tous les matchs. Et que de temps en temps, moi, en tout cas, je le voyais marcher, je m'arrachais les cheveux que je n'ai plus, et c'est toujours un courant alternatif, quoi. Tu as pu remarquer que Payet, selon les entraîneurs qu'il a eus, c'était pas le même comportement. Aussi. Donc ça veut dire que la relation que tu peux avoir avec un entraîneur t'amène à te sublimer ou pas, quoi. Donc ça veut dire qu'il y a ce facteur humain qu'il ne faut pas négliger. Pour arriver à motiver et à faire comprendre aux joueurs que son intérêt c'est d'être bon et qui prendra plus de plaisir. Après, ça passe par la relation avec Ça l'humain, m'amène quoi. sur une dernière question, parce que c'est vrai qu'ils en parlaient hier lors de la 3e mi-temps. Je trouve que De Zerbi, il cherche quand même pas mal les joueurs en conférence de presse d'après-match. Il cible régulièrement les joueurs qui n'ont pas été bons, en les citant nommément. Il y en a un tel, lui, un tel. Qu'est-ce que t'en penses? Parce que je trouve que c'est quand même... on a connu des entraîneurs qui, des fois, avaient tendance à dire c'est un peu ma faute, etc. Voilà, pour épargner le groupe. J'en pense que c'est sa méthode à lui, quoi, là. Et la mienne, c'était surtout de protéger le groupe, parce que je pense très sincèrement qu'un joueur que tu blesses, il s'en souvient tout le temps, quoi. Et un jour, si tu es en difficulté, que tu as besoin qu'il
s'exprime un peu plus, il ne le fera pas, quoi. Oui, chacun a sa méthode. Là, c'est les piquer, on peut les piquer dans le vestiaire, dans l'intimité du vestiaire. Ça, c'est sûr. Quand quelqu'un n'est pas bon, on peut intervenir. Mais publiquement, prendre un parti, il y en a qui le font, il y en a qui ne le font pas, mais je ne suis pas persuadé que ce soit la bonne solution. Les amis, on passe tout de suite à la troisième partie de notre émission.